Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes ce soir au Parlement européen de Bruxelles et nous allons parler du Brexit, c'est-à-dire la sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, avec un spécialiste justement des questions européennes. L'Hebdo Politique sur Sensation. Charles de Marcilly, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Je le disais, vous êtes un spécialiste des questions européennes puisque vous êtes le responsable ici à Bruxelles de la fondation Robert Schuman. Deux questions pour débuter. Pouvez-vous nous rappeler qui est Robert Schuman et quelle est l'activité de la fondation ? Alors, première réponse, Robert Schuman, qui était notamment ministre des Affaires étrangères français, est très connu pour la fameuse déclaration Schuman, qui est un peu un des actes fondateurs de l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. Et la Fondation n'est pas forcément dans un devoir de mémoire, mais plutôt dans une approche de think tank, de réflexion, qui s'inspire en fait des travaux de Robert Schuman et qui essaye de le mettre dans une dimension actuelle par rapport aux différentes thématiques qu'on peut avoir et qui finalement questionne l'Union européenne d'aujourd'hui, et notamment la question du référendum au Royaume-Uni. Justement, on va évoquer avec vous, Charles de Marcilly, cette question du Brexit pendant plus d'une demi-heure. L'Hebdo Politique. Alors le Brexit, ça signifie tout simplement British Exit, soit la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne. Un référendum doit se tenir sur cette question entre juin 2016 et la fin 2017. David Cameron, le chef du gouvernement britannique, s'est engagé à le faire il y a plus de 2 ans maintenant. Charles de Marcilly, première question, pourquoi David Cameron s'est-il engagé maintenant il y a 2 ans à tenir ce référendum ? Il y avait déjà une question de politique intérieure. Les élections se sont tenues début mai 2015 et une année auparavant, on avait plutôt le sentiment qu'on allait avoir une alternance. Et donc pour essayer de réveiller un petit peu son parti, réveiller ses électeurs, il fallait aussi essayer d'avoir une approche un peu projective par rapport à une question qui finalement cristallise les émotions et les intérêts au sein du Royaume-Uni. Et l'Union européenne, finalement, est un bouc émissaire tout trouvé. Est-ce qu'il avait aussi une pression politique d'une part de son propre parti, les conservateurs, et puis aussi des europhobes du parti UKIP qui montaient électoralement de façon très importante? Oui, bien entendu. Au sein des conservateurs, déjà, c'est très partagé, ce qui a posé des questions d'ailleurs sur une éventuelle campagne. C'est aussi très partagé au sein des anti-Union européenne, d'ailleurs au sens très large. C'est pas que la question de l'euro ou de l'Union européenne sur ses fondements, c'est vraiment une sorte de rejet. Et vous pouvez penser à UKIP, qui est une des premières délégations britanniques ici au Parlement européen. Donc là, c'est significatif. Mais on s'aperçoit aussi que chez les Labour, vous avez une approche qui n'est pas non plus très enthousiaste vis-à-vis de l'Union européenne. Donc finalement, c'était assez facile d'utiliser l'Union européenne comme message clivant et comme question politique clivante, même si, in fine, c'est pas ça qui a conduit la politique et qui a conduit les élections qu'on a pu avoir en mai dernier. Il y avait justement des élections en mai dernier. Ça veut dire que, est-ce que cette promesse de référendum, est-ce que ça a été une partie de la victoire, une explication de la victoire des conservateurs? Est-ce que sans cette promesse, il n'aurait pas remporté les législatives de mai dernier, David Cameron? C'est difficile de le dire. Il s'appuie surtout sur un bilan économique. Le chômage est à 5,5%. Évidemment qu'il y a beaucoup de travailleurs pauvres et ça pose beaucoup de questions, mais il y a quand même eu des résultats et qui, sur le papier, étaient difficilement contestables. C'est pour ça que l'opposition du côté socialiste avait du mal en fait à se projeter, à essayer d'avoir un contre-modèle. C'était assez difficile. Sur la question de l'Union européenne, lors de la campagne, on avait justement ceux qui étaient complètement contre et qui ont pris ça comme étendard pour la campagne. Et vous pouvez penser évidemment à UKIP dans cette démarche assez agressive. Mais sur les deux partis les plus centraux, l'idée était plutôt de dire on va poser nos conditions à nos partenaires européens et nous reviendrons avec des exigences. Alors si on prend la société britannique dans son ensemble, qui est aujourd'hui favorable par exemple au maintien de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne? Est-ce que déjà David Cameron, lui, il est favorable à ce maintien? C'est un petit peu la difficulté, c'est que lui va devoir s'engager en fait à faire campagne sous réserve que ses partenaires européens acceptent ses revendications. Donc déjà, c'est avec beaucoup de si. Donc ça pose quand même une question majeure sur sa sincérité. Et donc on voit que c'est un peu compliqué. On va évoquer ces revendications justement. Si on prend de l'autre côté, je suis du côté socialiste, Monsieur Corbyn qui vient d'être élu à la tête de ce parti, là aussi en termes de conviction, c'est assez compliqué. Donc on se demande aujourd'hui qui est-ce qui
parmi les autorités politiques, va réellement faire campagne pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Maintenant, sur la société civile, c'est assez clair, c'est que aujourd'hui, les entreprises, les fédérations d'entreprises, l'équivalent du MEDEF, si vous voulez, britannique, appellent évidemment au maintien pour des raisons économiques évidentes. Et c'est un point important, justement, ces entreprises, la City, on sait que c'est quelque chose d'important en Grande-Bretagne. Est-ce que ça peut faire basculer la balance si jamais le score est serré? Est-ce que les Britanniques vont faire attention, justement, au point de vue des entreprises et du MEDEF britannique? Ouais, c'est assez complexe parce que qui va en fait porter ces revendications à part une partie de la société civile? Donc c'est aussi la difficulté d'avoir un référendum, c'est qu'à un moment, est-ce que les gens votent d'une façon rationnelle, avec différents critères, et puis le hiérarchisent, et puis disent voilà, mon vote c'est oui ou c'est non, ou est-ce que vous avez le risque que le chômage, par exemple, quelques jours avant le référendum augmente tout d'un coup, et alors vous avez comme ça une cristallisation, vous avez une crise européenne quelconque, où vous avez un impact comme les réfugiés, par exemple. Et donc, vous ne savez pas finalement, jusqu'au dernier jour, sur quels critères réellement les gens vont voter. Alors, le 10 novembre dernier, David Cameron a envoyé une lettre à Donald Tusk, le président du Conseil européen, pour exprimer ses exigences pour faire campagne en faveur du oui et donc du maintien au sein de l'UE. Parmi celles-ci, certaines font débat, d'autres moins en Europe. Commençons par exemple par la souveraineté. David Cameron ne veut plus être soumis à l'engagement d'une union toujours plus étroite, un engagement que l'on retrouve dans le traité de Rome de 1957. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, pour les Britanniques, l'Europe, c'est uniquement un marché économique qui sert à faire du business? Est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est la première question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est une nouvelle vision britannique ? La réponse est non. Le Royaume-Uni a toujours en fait essayé de mettre en avant ses spécificités. Ils n'ont pas l'euro, ils ne souhaitent pas avoir l'euro. Ils ne sont pas dans l'espace Schengen, ils ne souhaitent pas rentrer dans l'espace Schengen. Surtout au vu de l'actualité peut-être. Ça peut les conforter, mais bon, il faudra regarder sur le long terme. En tout cas, ils n'ont jamais exigé d'intégrer la zone Schengen. Sur les questions de liberté, de justice, ils ont aussi ce qu'on appelle des opt-out. Donc, c'est-à-dire que par rapport aux droits applicables, eux ont la possibilité de l'appliquer ou non. Et ça, c'est sur leur propre choix. Donc, ils ont déjà finalement un statut un peu à part au sein de l'Union européenne. Donc, est-ce que c'est nouveau ? Non. Et quelle est la vision britannique ? C'est un grand marché. Et donc, évidemment, une union plus étroite, c'est quoi ? C'est une union politique plus étroite. C'est pas seulement le marché intérieur et l'abaissement des frontières. Il pouvait l'être au début. En gros, la Grande-Bretagne est rentrée au sein de l'UE en 1973. Ils ne souhaitent aujourd'hui aucune évolution. Ils souhaitent garder ce qu'ils avaient signé en 1973. Ils souhaitent, et c'est dans leur revendication, d'avoir un renforcement du marché intérieur. D'ailleurs, point qui est assez consensuel, mais ils souhaitent que ce soit le seul. Et au contraire, sur des critères où les autres États membres veulent aller plus loin, notamment la gestion de la monnaie commune et puis la gestion budgétaire, là, on voit qu'au contraire, les Britanniques ont vraiment peur que ça puisse impacter leurs spécificités. Et leur spécificité, par exemple, là, c'est la livre sterling, c'est la monnaie, et puis par extension, évidemment, c'est la City et donc le poumon financier du Royaume-Uni. Alors j'imagine que la question est assez complexe, mais pourquoi finalement les Britanniques sont si réticents que cela à, on va dire, à lâcher un peu de lest et un peu de souveraineté à l'Europe ? Ils ont toujours été en fait ceux qui ont freiné cette question de souveraineté parce que déjà c'est une île, donc il faut voir que géographiquement, physiquement, ils n'ont pas le même lien avec le reste des États membres. Le second point qu'on peut mettre en avant, c'est qu'il y a cette spécificité très libérale et donc une vision du marché qui est particulière et qui n'est pas forcément partagée à 100% par l'ensemble des partenaires, ce qui fait qu'ils sont aussi utiles au sein de l'Union européenne pour un équilibre finalement de la conscience économique et des différentes approches politiques qu'on peut avoir. Et puis un dernier critère, c'est qu'ils ont toujours regardé comment est-ce que ça avançait, et puis quand ça marche et quand c'est utile, bah là ils y vont et là ils avancent. Et quand ils sentent que c'est encore un peu balbutiant, il faut que ce soit renforcé, bah, ils font attention de ne pas y mettre le pied. Alors rappelons qu'il y avait déjà eu un référendum sur cette même question en 1975 sur le maintien, et les Britanniques avaient voté oui à hauteur de 65%. Autre revendication, David Cameron souhaite un renforcement du poids des parlements nationaux qui pourraient, entre guillemets, bloquer des décisions qui émaneraient des institutions européennes. Est-ce que, par exemple, ça, c'est un point négociable pour les Européens ? La Commission européenne a réagi le jour même en disant que ça, c'était un point faisable. Je suis un peu plus sceptique, parce que si c'est juste pour renforcer le poids des parlements nationaux, ça existe déjà. Avec le traité de Lisbonne, l'ensemble des textes sont soumis au Parlement pour un avis qui n'est pas contraignant directement, mais qui peut l'être si réellement vous avez la moitié des parlements qui s'opposent sur une des mesures. Très concrètement, le Parlement européen ou la Commission vont en tenir compte, juste pour une raison politique. Pourquoi ? Parce que si les parlements nationaux prennent position, par extension, c'est aussi la position d'un État membre. Et donc au Conseil, vous risquez d'avoir cette duplicité
citer, ce copier-coller des prises de position des parlements. Le second point, c'est que vous avez certains États sur lesquels c'est réellement institutionnalisé. Donc c'est pas trop le cas en France, c'est pour ça que ça nous touche peut-être pas réellement, mais la plupart des décisions qui sont prises ici et qui ont l'aval allemand, auparavant, vous avez la chancelière ou le ministre responsable qui sont projetés devant leur parlement pour prendre cette décision. Lorsque vous aviez par exemple sur la résolution grecque, le fait d'avoir des nouveaux plans d'aide, vous avez des États comme la Finlande ou l'Autriche, où le responsable politique, le Premier ministre en l'occurrence, va devant le Parlement pour demander le soutien du Parlement. Et vous avez même, dans le cas il y a 4 ans, un gouvernement, en Slovénie, qui a sauté, parce que justement il n'a pas eu ce soutien, alors que le gouvernement essayait de soutenir une aide à la Grèce. Donc on voit que ce critère, déjà, existe peut-être de façon assez éparse, mais ce n'est pas une nouveauté. En revanche, ce qui est neuf, et ça c'est la vision britannique, c'est d'avoir cette notion de carton rouge. C'est que certains parlements nationaux en nombre pourraient imposer en fait une révision du texte proposé par la Commission et soumis au Parlement européen et au Conseil. Sur ces questions-là, est-ce qu'il faudrait une réforme des traités européens? Est-ce que c'est un processus qui va prendre du temps si jamais on l'accorde? Sur ce point-là, un traité constant peut faire déjà beaucoup de choses. Si on veut avoir un vrai veto avec un nombre d'États suffisant, là probablement il faudrait quand même avoir un soutien institutionnel et donc une révision des traités. Ça serait très compliqué finalement. Oui, ça c'est à mon sens un point très compliqué. À très court terme, vous pouvez augmenter, vous pouvez par exemple donner davantage de temps aux parlements nationaux pour prendre position. Donc ça, c'est un geste politique qui est fort, qui n'engage pas beaucoup, qui ne demande pas des révisions de traités, qui institutionnellement est assez facile à mettre en œuvre. Et puis comme ça, on pourrait dire, regardez, on a répondu à l'exigence britannique. Est-ce que maintenant, c'est réellement ça qu'ils attendent? Je ne crois pas. Je pense qu'ils veulent aller plus loin. Est-ce que c'est une position de négociation? Peut-être. Est-ce que c'est une ligne rouge à terme? Peut-être aussi. David Cameron a également des exigences pour les pays qui n'appartiennent pas à la zone euro. Il y a actuellement 9 pays qui appartiennent à l'Union européenne mais qui n'ont pas l'euro comme monnaie, comme la Grande-Bretagne. Les dirigeants britanniques veulent renforcer leur poids à ces pays-là, ces 9 pays-là. Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? C'est bloquer des décisions, par exemple, des pays qui ont l'euro comme monnaie? Ah, là aussi, là, je pense qu'il y a des lignes de fracture qui sont assez fortes. Le premier paramètre, c'est qu'il faut garder à l'esprit que si le Royaume-Uni n'a probablement ni à moyen ni à long terme le souhait de pouvoir intégrer la zone euro, ce n'est pas le cas des autres États. Et lorsqu'ils rentrent dans l'Union européenne, ils s'engagent en fait. C'est le processus. Processus normal, c'est... c'est vous rentrez dans l'Union européenne et vous avez par essence vocation à intégrer la zone euro. Sauf la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a aussi cette vocation théorique, c'est pour ça qu'ils veulent le changer dans les traités, parce qu'ils estiment qu'en pratique, et d'un point de vue presque identitaire, eux ne le souhaitent pas. Mais ce n'est pas le cas des autres partenaires. La Pologne, par exemple, souhaite rentrer dans la zone euro, même si aujourd'hui ils ont un parti politique à sa tête plutôt conservateur, droite un peu dure, qui souhaite ralentir ce processus, mais la Pologne, dans 15 ans, sera dans la zone euro indiscutablement. Donc il y a 2 critères. Le premier, c'est le très long terme, et puis le second, c'est qu'aujourd'hui, en effet, vous avez des États 9 qui n'ont pas encore l'euro, mais qui peuvent être impactés par des décisions qui sont prises au sein de la zone euro. Alors soit est-ce que c'est soutenir par exemple la Grèce, ça peut être un premier exemple, est-ce que c'est pour des impacts d'union bancaire, des impacts de l'union économique et monétaire, comment est-ce qu'on renforce en fait cette cohésion entre ces pays qui partagent cette monnaie? Et oui, ça peut avoir des répercussions pour les pays qui ne sont pas encore dans la zone monétaire commune. Et le Royaume-Uni, en fait, demande à avoir plus qu'un droit de regard, demande à participer à ces réunions. Et la question, et là, ça reste encore très ouvert, c'est comment est-ce qu'il pourrait justement impacter ces prises de décision. Une exigence qui déplaît fortement aux Européens, c'est le souhait exprimé par le Premier ministre britannique de priver pendant 4 ans les ressortissants des autres pays européens de certaines prestations sociales quand ils s'installent dans son pays. Ça, c'est un point qui bloque particulièrement. On l'a entendu dans les déclarations après la lettre envoyée le 10 novembre. Ça, c'est une ligne rouge. C'est non négociable aujourd'hui pour les Européens. On ne peut pas interdire comme ça à un Européen d'avoir certaines prestations sociales au Royaume-Uni. Alors, c'est plus complexe que ça. C'est une ligne rouge, oui. En tout cas, c'est le point qui est identifié par la Commission européenne comme le plus problématique pour des raisons juridiques. Est-ce que juridiquement, vous pouvez empêcher des ressortissants de l'Union européenne d'obtenir des aides légitimes et qui sont proposées ou attribuées à l'ensemble des ressortissants d'un État membre? Donc ça, c'est le premier critère. Il propose plusieurs choses. Le premier, c'est que si vous n'êtes pas autonome pendant 6 mois, vous n'avez pas vocation à rester au sein du Royaume-Uni. Pour simplifier, si vous avez un travail, vous pouvez rester. Si vous n'avez pas ce travail, vous pouvez alors partir. Il faut avoir un peu d'argent de poche.
Oui, mais alors beaucoup d'argent de poche, j'aurais tenté de dire. Le second point, c'est de pouvoir bénéficier en fait des allocations familiales et qu'elles soient différenciées si vos enfants sont au Royaume-Uni ou si ils sont à l'extérieur. Et là, très clairement, ça vise en fait les ressortissants des États de l'Est, la Pologne par exemple ou la Bulgarie, dont leurs ressortissants viennent travailler, mais les enfants restent dans leur pays d'origine et à ce titre-là, ils obtiennent en fait une allocation familiale du même montant. Donc les Britanniques estiment, étant donné que le coût de la vie est différent pour un ensemble de facteurs qui doit encore être élaboré, estiment qu'il pourrait y avoir une différenciation en fonction du fait si vos enfants sont bien au Royaume-Uni ou si ils sont à Varsovie ou à Sofia en Bulgarie. Et cette revendication, pourquoi elle bloque? Parce qu'aujourd'hui, c'est une forme de discrimination cachée. C'est une discrimination et c'est une limite à la circulation, circulation évidemment des travailleurs. Et donc, vous mettez une distinction et une différence entre des personnalités qui sont ressortissants ou pas des États membres. Là où c'est une différence, c'est que très longtemps, vous avez eu ce type d'approche, mais pour des extra-communautaires, pour des gens qui venaient en dehors de l'Union européenne. Là, en fait, le Royaume-Uni demande la même application pour les ressortissants de l'Union européenne ou de l'extérieur de l'Union. Quand David Cameron fait cette proposition, est-ce qu'il sait que les Européens vont dire non et que c'est non négociable? Est-ce qu'il tente? Est-ce que c'est un coup de poker? Ça fait partie d'une tactique politique? Non, pas forcément. Déjà parce que la jurisprudence a changé. Donc vous avez par exemple un cas de l'État allemand contre une famille originaire de Roumanie. Et la Cour européenne de justice a estimé qu'en effet, l'Allemagne n'était pas obligée d'attribuer des minima sociaux parce que justement, cette famille ne contribuait pas économiquement, n'était pas autosuffisante quelque part, mais ne contribuait dans aucun cas économiquement à l'économie de l'Allemagne. Et à ce titre-là, on n'était pas obligé directement de pouvoir leur attribuer ces différentes ressources financières. Donc on voit que les choses ont déjà évolué par la jurisprudence et que là, on va quand même une étape beaucoup plus loin, parce que c'est mettre dans le marbre qu'en effet, vous êtes différent si vous êtes français ou britannique et que vous travaillez à Londres. Charles de Marcy, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à évoquer la problématique du Brexit. L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Charles de Marcy, le responsable et représentant à Bruxelles de la Fondation Robert Schuman, centre de recherche qui mène des études sur l'Union européenne et ses politiques. On évoque avec vous le Brexit qui fait référence à la sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. D'ailleurs, une telle option, est-ce que ça serait une véritable catastrophe pour l'Europe, si jamais elle devait arriver ? On est dans les scénarios complètement fictifs. Je pense que la vraie catastrophe, c'est si le Royaume-Uni était déjà dans la zone euro et qu'on a un État qui sorte de la zone euro. Parce qu'à ce moment-là, le message que vous envoyez au marché, c'est que la zone euro n'est pas finalement indéfinie en termes de temps et qu'il peut y avoir une fin. Et donc là, vous laissez en fait la possibilité aux gens de parier sur la fin d'une zone monétaire. Et ça, ce serait catastrophique. Et ça, c'est le message qui a été très clairement envoyé par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement pour soutenir la Grèce. Davantage que une sortie de la Grèce, ça serait plus grave qu'une sortie de la Grande-Bretagne. À mon sens, oui, pour ce critère d'unité de la zone euro et du message qui est envoyé au marché derrière. Donc déjà, il faut pouvoir mettre un recul. Le second point, c'est qu'il est tout à fait légitime que le Royaume-Uni puisse se poser la question. C'est par référendum, ils font appel au peuple, à leurs citoyens, et donc on est dans une démocratie, et c'est un impact démocratique, c'est un levier démocratique de savoir où est-ce qu'ils veulent finalement aller. Et étant donné qu'ils ont plutôt des opt-out, c'est-à-dire des capacités à essayer de bloquer ou de pas réellement jouer le jeu collectif, c'est peut-être aussi un bon moyen de pouvoir clarifier la situation s'ils restent, et puis s'ils sortent, et bien à ce moment-là, d'évaluer les impacts possibles. Imaginons les Britanniques votent en faveur de la sortie de leur pays de l'Union européenne. Est-ce que ça veut dire que cette sortie sera actée ? Il y a un article en fait qui le propose dans le traité où il faut en faire la demande, il faut informer, il y a une procédure. Donc c'est même pas assuré finalement que la Grande-Bretagne sortira de l'Union européenne même si les Britanniques le souhaitent. S'ils le souhaitent et qu'ils en font état et qu'il y a une demande en fait de se retirer, je vois difficilement pourquoi est-ce qu'on essaierait de les maintenir de force. Ce serait potentiellement dans l'intérêt d'aucune des parties. Donc je ne crois pas que ce soit un scénario qui soit à voir. Maintenant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que en dépit de l'ensemble des revendications et des souhaits de David Cameron, même si on répondait à 100% favorablement à l'ensemble de leurs demandes, est-ce que pour autant les Britanniques voteraient en faveur du maintien ? Et rien ne le précise. Donc ça, c'est quand même une vraie question. C'est que le fait d'avoir utilisé l'outil du référendum fait une question nationale
Et il a essayé, Cameron, de pouvoir avoir cette question et de le reporter sur les épaules de ses partenaires européens. Il y a des choses qui sont légitimes. Essayer d'avoir moins de réglementation tatillonne et d'avoir une union un peu plus concentrée sur l'essentiel, pourquoi pas. Et c'est un des éléments de langage et un des éléments du programme de Jean-Claude Juncker. Donc ça, on l'a déjà. Un peu moins de réglementation, on l'a aussi. Chaque année, sous Barroso, on était entre 80 et 130 nouvelles propositions législatives. Sur 2014, on est à 23. Et sur 2015, on est à 23. Et on sera 21 ou 22 sur 2016. Donc il y a des choses qui sont déjà en fait en œuvre, parce que vous avez quand même une vraie volonté de certains États européens de pouvoir justement essayer d'équilibrer un petit peu cette répartition des pouvoirs. Et puis d'autres qui sont complètement hors de propos, parce que si c'est pour limiter l'intégration de l'Union économique et monétaire, alors qu'on voit qu'on est au milieu du chemin sur ces politiques communes, là je pense que c'est une vraie ligne rouge. Donc c'est un peu toute l'ambiguïté de ce dossier. C'est quoi qu'on dise finalement aux Britanniques, est-ce que les Britanniques vont répondre favorablement ou négativement pour des raisons de politique intérieure ou réellement pour une ambition européenne? Est-ce que si les Britanniques sortent de l'Union européenne, est-ce que le plus important finalement, ça ne serait pas le symbole, l'image que ça donnerait sur ce vieux projet européen, enfin finalement pas si vieux que ça, mais de l'après-guerre, est-ce que ça ne serait pas ça le plus embêtant? Est-ce que ça ne signerait pas quelque part l'acte de décès de ce projet fondateur de l'Europe? Non, je ne crois pas, parce qu'au contraire, ça pourrait libérer les énergies pour ceux qui veulent aller plus loin, et c'est le cas aujourd'hui de l'ensemble des États membres de la zone euro. Finalement, ce qu'on n'entend pas beaucoup aujourd'hui. Je ne dis pas que ce serait une chance, je dis que c'est un moyen aujourd'hui de pouvoir clarifier réellement la position et le souhait des Britanniques. Si c'est pour institutionnaliser finalement ces deux Europes qui existent déjà de fait, vous avez même 3 ou 4 si on veut être très, très honnête, et que ce soit un grand marché, que ceux qui souhaitent bénéficier juste du grand marché puissent le faire, on peut très bien estimer que d'autres États ont vocation à arriver, si on pense aux Balkans par exemple, ou même à la Turquie, si c'est juste la libre circulation pour faire une Europe à la carte. Vous avez une Europe à la carte, mais qui existe déjà. Les Britanniques en sont un bon exemple. exemple. Juste l'officialiser finalement. Dire clairement aux Européens. C'est déjà un peu le cas. Si vous voulez accélérer pour faire partie de la monnaie commune, on le voit avec certains États quand il y a eu l'élargissement, ils ont essayé le plus rapidement possible de pouvoir intégrer la monnaie parce que c'était pour eux constitutif de cette identité européenne. Évidemment que c'est économique et qu'il y a des intérêts derrière et que ça sert de bouclier face à la crise notamment. Donc c'est pas seulement une vision politique, il y a aussi une vision très pragmatique. Sauf que la vision pragmatique des Britanniques, c'est juste le grand marché. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas de cette union politique, parce qu'ils ont encore cet esprit peut-être de grandeur britannique passé, parce qu'ils estiment qu'ils sont différents ou à part. C'est un pays tourné plus vers le monde que vers l'Europe finalement. Ça a pu l'être. Une des craintes également des décideurs aujourd'hui, ça serait peut-être de donner des idées, par exemple au Front National à Marine Le Pen en Europe, en France. Est-ce que ça rentre en compte aussi dans le jeu, on va dire, le débat aujourd'hui installé sur ce référendum? Est-ce qu'on se dit il faut céder sur les revendications des Britanniques pour ne pas donner envie, par exemple, à Marine Le Pen de aussi proposer ce référendum-là en France, par exemple? Ou de au moins émettre l'idée dans le débat français? C'est une bonne question qui ici a été mise en avant par certains États, non pas de faire un référendum, mais de faire leur propre liste de revendications. Donc je pense que c'est un des risques auxquels les institutions européennes et les chefs d'État de gouvernement réfléchissent, de ne pas tomber en fait dans ce piège où chacun arrive avec sa liste et on fait un grand marché. Alors moi, je veux un peu moins de transport parce que c'est contraignant. Je veux un peu plus d'aide sur l'agriculture. Moi, finalement, les limites budgétaires, ça m'embête pour X raisons. Sur Schengen, je ne suis pas très content, donc je voudrais qu'on sortir. Si chacun arrive avec son grand marché, ça va être la foire d'empoigne. Personne ne va s'y retrouver. Et à la fin, il faut quand même retenir que ce sont les Britanniques qui votent par rapport à des considérations britanniques. Donc, est-ce qu'on a intérêt à ouvrir cette boîte de Pandore ? À mon avis, non. Est-ce que les populistes et les anti-euros vont sauter sur l'occasion? Est-ce qu'il y aura un effet d'aubaine? Oui, c'est probable, mais là, on est dans la politique politicienne. Est-ce qu'ils attendent que les Britanniques fassent leur référendum pour appeler à ce genre de thématique? La réponse est non, ils le font déjà tout seuls. Donc, est-ce que ça va donner des idées? J'en suis pas convaincu. Est-ce que ça va être un exemple à suivre? J'en suis encore moins convaincu, parce qu'on va voir que les Britanniques vont avoir une politique qui va devoir aussi se projeter par rapport à ces questions-là, et qu'on va avoir des débats qui vont être très très durs. La Grande-Bretagne, c'est la 2e puissance économique de l'Union européenne, la 5e puissance économique mondiale. Elle réalise 50% de ses exportations avec les autres pays européens. Qui serait le plus touché, in fine, par la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Est-ce que ça serait le pays lui-même ou est-ce que ça serait le continent? Là, je parle vraiment d'un point de vue économique.
La Grande-Bretagne. Clairement, ceux qui ont le plus à perdre. Si on regarde le pourcentage, par exemple, de leur exportation et importation, leur premier partenaire commercial, ce sont les pays de l'Union européenne. S'il faut rediscuter de l'ensemble des accords, ça va être quand même assez complexe. Si le message que vous lancez, c'est on ne veut plus être avec vous, mais on veut négocier l'ensemble des accords de libre-échange et tout ce qui est acquis communautaire, auquel ils participent, bien entendu, mais qu'il faut repartir sur des accords spécifiques, ça va prendre un temps considérable. En termes de défense, de sécurité, l'actualité nous montre que la réponse est collective. Difficile d'avoir une réponse individuelle. Penser que le fait de ne plus être dans l'Union européenne, il serait protégé des différentes menaces, c'est complètement fictif. On voit bien que la réalité n'est pas celle-là. Donc ceux qui ont, à mon avis, doivent réfléchir sur deux leviers. Le levier collectif de l'Union européenne et quel modèle l'Union européenne propose et essaye d'avancer. Et là, vous pouvez avoir différentes visions. Un grand marché contre une zone consolidée plus politique, très bien, qui est de facto acquise. Et puis alors, quelle est la place en fait du Royaume-Uni en termes d'éléments moteurs sur les choses qui peuvent l'aider. Et par exemple, sur les accords de libre-échange avec les États-Unis ou avec les autres zones du monde, on voit très bien que c'est plutôt dans l'intérêt du Royaume-Uni d'essayer de pouvoir influencer, impacter, contribuer de l'intérieur plutôt que d'être tout seul à crier à l'extérieur. On a évoqué rapidement la question tout à l'heure dans la première partie de l'émission, mais la Grande-Bretagne a déjà un statut spécial au sein de l'UE. Justement, quels sont ces points spéciaux auxquels a le droit aujourd'hui la Grande-Bretagne? Alors, ils ne font pas partie de l'espace Schengen, c'est ça. Ils n'ont pas l'euro, et quoi d'autre? Donc pas espace Schengen, pas l'euro. C'est déjà sur beaucoup. Justice et affaires intérieures, ils maintiennent en fait un ensemble de dispositions qui leur est propre, ce qui est assez particulier. Sur le budget, vous vous rappelez aussi du rabais britannique qui avait été obtenu par Lady Thatcher dans les années 80. Donc ils ont toujours cette spécificité qui est un peu curieuse et qui à mon avis est peut-être un peu obsolète. Concrètement, ils contribuent moins au budget européen qu'ils devraient le faire. Non, ils contribuent ce qu'ils doivent, mais ils récupèrent un chèque de ristourne, un peu comme si les impôts vous renvoyaient ce que vous avez trop contribué, même si ce n'est pas le cas, c'est un accord politique et pas du tout un accord budgétaire, mais qui perdure. Donc vous avez comme ça des spécificités, une originalité qui déjà était discutable quand vous aviez moins de 15 pays au sein de l'Union européenne, qui aujourd'hui ça irrite à ça 28, justement, les partenaires européens, les pays, est-ce que ça les irrite, cette ces avantages-là spécificité, ou finalement c'est rentré dans les mœurs? Celui-ci est considéré comme un acquis, mais sur lequel on pourrait revenir, parce que je pense que c'est un acquis qui est très conjoncturel à un moment donné et qu'aujourd'hui la situation a changé. Vous avez rappelé que c'était la deuxième économie de l'Union européenne. Ils doivent se comporter comme tel, et aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas. Et puis on voit aussi que le fait d'avoir mis sur la table cette revendication a aussi diminué l'influence du Royaume-Uni ici à Bruxelles, et qui sont un peu moins présents là où il faudrait, et que finalement leur voix porte moins. Alors on a fait un peu de politique fiction sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, ce n'est pas encore le cas, hein. Quelles sont les positions des 27 autres pays sur cette question-là? Est-ce qu'il y a un accord global sur il faut que la Grande-Bretagne reste ou il faut que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne? Personne ne souhaite et personne aujourd'hui, personne ne veut dit que le Royaume-Uni sorte. Vous avez, je pense, deux leviers. Ceux qui disent il faut utiliser cette période parce qu'il y a des vraies revendications qui ont du sens, par exemple moins légiférer, c'est le cas des Pays-Bas, qui soutiennent plutôt cette vision. Ceux qui disent en effet il faut accélérer sur le marché intérieur, même si là il y a un véritable consensus, mais ça va plutôt dans le sens des pays nordiques qui poussent dans cette direction-là. Ceux qui ont des difficultés évidemment avec les questions de libre circulation, on peut penser à des pays de l'Est de l'Europe pour le rétablissement potentiel ou temporaire aux frontières dans le cadre de la crise des migrants, mais là c'est très conjoncturel. Et puis d'autres enfin qui estiment que c'est un peu un caprice d'enfants gâtés, parce qu'avec 5,5% de taux de chômage, avec la crise grecque et la crise des migrants, la priorité n'est clairement pas à satisfaire les revendications britanniques. C'est les pays du Sud qui pensent ça particulièrement? Il y a un clivage encore nord-sud sur ces questions-là? Je ne sais pas s'il y a un clivage sur ces questions-là. En tout cas, en termes de solidarité, de voir que les Britanniques peuvent essayer de faire un peu cavalier seul et bande à part, peut exacerber certaines tensions. Et donc, justement, c'est davantage sur ce critère de solidarité et comment est-ce qu'on réussit à avoir une vision commune, parce que l'urgence le demande, que ce soit sur un soutien financier, que ce soit sur des réformes qui sont soutenues ou imposées, ou que ce soit sur la gestion de la crise des migrants, plutôt que d'avoir finalement des gens qui, chacun dans leur coin, essaient de tirer la couverture à eux. Quand on parle des questions européennes importantes comme ça, on parle toujours du moteur franco-allemand. Alors quel est le point de vue de la France et de l'Allemagne? Quelle est la position de la France et de l'Allemagne sur cette question du Brexit? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils vont être un moteur sur cette question-là pour faire pencher la balance? Il va y avoir des discussions. Ce qui est certain, c'est que tout le monde veut que le Royaume-Uni reste à bord.
Ça c'est le présupposé qui est indiscutable. Le second point, c'est qu'ils prennent bonne note finalement des revendications et des propositions, parce que plus que des revendications, c'est des propositions. Donc il va y avoir une négociation, il va y avoir une discussion. Si c'est changer les traités, tant l'Allemagne que la France ont déjà dit qu'avant 2019-2020, c'était pas possible. Il faut aussi garder en tête que vous avez des élections en Allemagne et en France en 2017. Et ça joue forcément sur... Ça va jouer forcément. Parce que sur le calendrier électoral, on ne peut pas, en pleine campagne, instaurer de tels débats. Ça pourrait nuire, par exemple, aux candidats républicains. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais vous avez le risque de mettre en fait cet angle pour ou contre l'Europe en pleine campagne électorale et que ça se mélange avec des aspects régionaux ou nationaux. Et donc très clairement, il y a une crainte en fait de diluer une thématique ou une autre au sein d'enjeux qui sont tellement importants que juste un débat politicien ne peut pas le résoudre en quelques débats à la télévision. Donc c'est là où c'est difficile. C'est que vous avez des questions structurelles, de fond. Quelle est l'Union européenne que l'on souhaite? Quel est le modèle qui va être imposé? Est-ce que le Royaume-Uni souhaite continuer à y faire part et à prendre part et à y contribuer? Ça, c'est une vraie question. Si c'est, attention, on a des élections en Allemagne et en France, et donc c'est tabou, sachant qu'aujourd'hui l'agenda n'est pas encore clairement défini par David Cameron et qui va attendre le dernier moment pour pouvoir se prononcer, fait qu'on n'a pas encore cette épée de Damoclès du référendum. Mais indiscutablement, ça aura un impact sur les élections parce qu'on va devoir en parler et qu'on va cristalliser les positions qui ne seront pas pour ou contre le Royaume-Uni, mais qui seront pour ou contre l'Europe. En tout cas, le couple franco-allemand aura un rôle important à jouer sur cette question-là, sur cette position du Brexit. Oui, pour l'anniversaire de David Cameron, qui était quelques jours... avant l'envoi de cette fameuse lettre au Conseil européen, la chancelière était à Londres et a longuement discuté. On a vu beaucoup d'échanges. Elle a aussi besoin finalement d'avoir un partenaire dans ce couple franco-allemand qui peut aussi s'ouvrir. Quand vous avez Renzi qui est arrivé, on a vu François Hollande souhaitait que l'Italie fasse finalement partie de ce couple. L'Allemagne essayait un petit peu avec la Pologne quelque part. Et le triangle de Weimar qui marche pas forcément très bien. L'Allemagne a aussi essayé de mettre dans le jeu le Royaume-Uni pour pas se retrouver en fait isolé entre une Allemagne quelque part économiquement vertueuse et qui proposerait beaucoup et une France qui serait économiquement un peu plus fragilisée et donc d'avoir un couple un peu bancal et désolidarisé. Et le fait d'avoir un troisième partenaire pourrait apporter de l'harmonie dans ce couple. Oui, pour la France aussi, c'est essentiel de voir la Grande-Bretagne rester dans l'Union européenne pour ne pas être soumis aux diktats, enfin même si ce mot est exagéré, mais de l'Allemagne, on va dire, puisqu'aujourd'hui l'Allemagne a un poids économique. Non, c'est pour montrer qu'il peut y avoir différentes visions et qu'à ce moment-là, on arrive à un compromis justement pour ce moteur. Mais est-ce que ce moteur est limité au couple franco-allemand sur les questions de sécurité et de défense? Vous êtes par exemple, vous êtes obligé de vous appuyer aussi sur le Royaume-Uni qui a encore une marine, par exemple, alors, qui n'est pas aussi brillante que ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années, mais vous avez comme ça des éléments rationnels de réflexion stratégique qui font que les enjeux vont au-delà de relations personnelles entre dirigeants. Donc le fait de pouvoir s'appuyer sur différentes forces, et encore une fois, c'est la deuxième économie de l'Union européenne, donc c'est pas du tout anodin. On n'est pas en train de parler de la 19 ou de la 25e. Vous pouvez pas dire du jour au lendemain, si ce partenaire s'en va, ça n'a pas d'impact. Ça a un impact, ça a un coût, et pour l'éviter, tout le monde fera, en tout cas essaiera de pouvoir contribuer. La question, c'est qui pourra équilibrer au sein du débat britannique, puisque à la fin, ce sont les Britanniques qui votent, qui pourra équilibrer justement ceux qui voudront partir et quitter l'Union européenne. En qualité d'expert aujourd'hui, maintenant encore à quelques mois de ce référendum, on ne connaît pas encore la date précise. Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste, vous, sur cette question-là? Parce que vous êtes pour le maintien de la Grande-Bretagne au sein de l'UE. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Non, je pense que le fait qu'ils aient enfin précisé leurs demandes et leurs souhaits va permettre d'avoir un débat qui va arrêter d'être purement philosophique et que ça, c'est utile. Je crois que le fait que ce soit un référendum pose beaucoup de questions pratiques parce que c'est toujours, je l'ai cité tout à l'heure en introduction, sur quoi est-ce que les Britanniques vont voter? Est-ce qu'ils vont réellement voter sur l'appartenance au Royaume-Uni ou contre le gouvernement à un instant donné ou contre l'aspect Union européenne parce que vous avez une crise majeure économique ou sociale ou humaine comme les réfugiés qui arrivent? C'est un jeu qui est très dangereux. Donc se prononcer aujourd'hui sur le potentiel résultat, c'est beaucoup trop tôt, bien entendu. Tant que les sondages ne savent pas eux-mêmes quel sera le résultat. Non, et puis alors, les sondages britanniques, si vous vous rappelez du 8 mai et de l'élection, la dernière élection législative, c'était très serré et finalement on a plutôt eu un raz-de-marée, y compris de la part de David Cameron en s'appuyant sur des conservateurs qui sont plutôt eurosceptiques. L'hebdo politique.
C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Charles de Marcilly d'avoir répondu à nos questions pendant cette émission et de nous avoir éclairé à propos du Brexit. Un mot dont vous allez de plus en plus entendre parler dans les semaines à venir. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation. L'hebdo politique.